Bien, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, aux organisateurs de m'avoir proposé aujourd'hui de présenter mes travaux. Donc, merci également pour l'introduction. Je m'appelle Adrien Rofritsch. Je travaille effectivement à l'Institut Jean Leron d'Alembert, sous la direction de Jean-Marc Connoir, de Tony Vallier-Brasier et de Régis Marchiano. Je vais vous présenter aujourd'hui un travail que j'ai intitulé Impact des corrélations de microstructures sur la propagation d'une onde acoustique cohérente. Ce travail a été effectué en partenariat avec Romain Pierrat de l'Institut Langevin. Je vais commencer par vous expliquer ce que j'entends exactement par microstructure. Alors pour nous, la microstructure, c'est l'organisation configurationnelle des diffuseurs à l'intérieur d'une matrice homogène. Cette organisation peut être de deux grandes familles, globalement, soit le pattern peut être uniforme, c'est-à-dire que les contraintes géométriques vont impacter de la même manière tous les diffuseurs, quelle que soit la direction de l'espace, ou bien non uniforme, cette seconde famille entraînant des microstructures beaucoup plus anisotropes. Étant donné que notre objectif aujourd'hui sera de comparer des résultats numériques avec des résultats de modèles d'homogénéisation, et que ces modèles d'homogénéisation, pour la plupart, ne peuvent traiter que de la première famille de microstructures, c'est à cette première famille-là que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors tout d'abord, il me faut introduire quelques paramètres qui permettent de caractériser une microstructure. En particulier, là, je vais parler du facteur de structure que vous voyez, dont vous voyez la définition en haut à droite de l'écran. N est le nombre de points à l'intérieur du milieu, K est le vecteur d'onde et Rj est la position de la particule J. Pour une structure totalement décorrélée, comme celle que vous voyez sur la gauche de l'écran, eh bien, le facteur de structure ne possède pas de propriétés particulières dans l'espace spectral, que vous voyez à droite donc, et a pour valeur moyenne 1. Lorsque j'intègre à l'intérieur de la corrélation à courte portée, c'est-à-dire que la distance minimale entre chaque paire de particules augmente, eh bien ce facteur de structure va diminuer proche de l'origine k égale 0, qui est ici au centre de la figure. Et donc le fait que le facteur de structure diminue est caractéristique de cette corrélation à courte portée. La corrélation à longue portée qui définit les matériaux hyperuniformes stealth exacerbe cette propriété et rend le facteur de structure totalement nul proche de l'origine. En particulier, les matériaux hyperuniformes stealth sont caractérisés par le fait justement que le facteur de structure vaut exactement 0 sur toute une région autour de l'origine. D'un point de vue de l'espace réel, les matériaux hyperuniformes sont caractérisés par une annulation des fluctuations de densité normalisée à grande distance. Alors, ces matériaux sont caractérisés par un degré de stealthiness, que l'on note avec la lettre chi, et qui est défini comme le ratio entre le nombre de contraintes dans le domaine spectral divisé par le nombre de degrés de liberté. Les contraintes, c'est le nombre de vecteurs d'onde pour lequel le facteur de structure s'annule, et les degrés de liberté, puisque nous nous intéressons à des milieux bidimensionnels, eh bien, ce sont les deux n coordonnées des n points du milieu. Qui peut prendre des valeurs continues entre 0 et 1, la valeur 0 étant pour la distribution de Poisson parfaitement décorrélée, qui, tendant vers 1, nous amène à considérer un cristal, c'est-à-dire un milieu parfaitement ordonné. Comment on procède dans la pratique pour construire ce type de matériaux? Eh bien, on procède par une méthode de minimisation spectrale. On part d'une distribution totalement décorrélée, comme vous la voyez ici, et on vient, par un processus donc, de minimisation, construire une distribution de points qui vérifie la situation d'équilibre hyperuniforme stealth. Donc, je peux remettre l'animation. Vous voyez ici la distribution décorrélée à gauche et le facteur de structure qui y correspond. Et au fur et à mesure de l'algorithme de minimisation, eh bien, on atteint la structure hyperuniforme stealth, qui est donc une structure qui vérifie un état d'équilibre. Et le facteur de structure s'annule parfaitement. La problématique à laquelle on s'intéresse aujourd'hui peut être découpée en trois principales questions. Dans un premier temps, on va s'intéresser à savoir si ces milieux peuvent être homogénéisés d'un point de vue de la propagation d'ondes. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à savoir quel est l'impact de la taille des particules lorsque celles-ci augmentent. Et dans un troisième temps, on va s'intéresser à rajouter une seconde population à l'intérieur d'un matériau hyperuniforme stealth et on va essayer de savoir quel est l'impact de cette seconde population. Mais tout d'abord, on va rappeler comment se comporte un matériau hyperuniforme simple lorsque une onde se propage à l'intérieur. On sait qu'en régime de diffusion simple ou faiblement multidiffusante, la transparence est garantie si S de Q vaut 0, c'est-à-dire si le vecteur diffusion, qui est caractérisé comme ceci, est inclus à l'intérieur du domaine oméga, quelle que soit la direction. Si c'est le cas, eh bien, le milieu sera transparent de manière isotrope, et si ce n'est pas le cas, eh bien, le milieu diffusera dans les directions pour lesquelles Q sort du domaine oméga. On définit également K tilde
le paramètre qui, lorsqu'il est inférieur à 1, nous dit que nous sommes dans le régime de transparence en régime de diffusion simple. Quand-il supérieur à 1, on sort du domaine de transparence. Par transparence, j'entends que l'atténuation effective, c'est-à-dire la partie imaginaire du nombre d'ondes effectif, est nulle. Pour traiter ce problème, nous allons donc maintenant nous intéresser à comparer des résultats numériques, je l'ai dit en introduction, à des résultats de modèles d'homogénéisation. Le modèle numérique que nous allons utiliser et qui va nous servir de référence a été développé au début de ma thèse et nous l'avons baptisé MUSCA pour Multiple Scattering. Ce code est basé sur la décomposition modale du champ acoustique. Donc on part de l'expression du champ acoustique P comme la somme d'une source acoustique, P0, plus la somme qui correspond à toutes les ondes diffusées par toutes les particules du milieu, décomposées sur la base modale des harmoniques cylindriques ici. Les coefficients ANJ en rouge sont les inconnus du problème et représentent les amplitudes modales de diffusion de chacun des diffuseurs. Après quelques manipulations mathématiques, on se ramène à la formation d'un grand système linéaire dans lequel le vecteur A correspond aux inconnus du problème, donc c'est le vecteur que l'on cherche à calculer, M est la matrice correspondant aux interactions multiples entre les particules, E correspond au terme source, et T correspond aux paramètres, aux coefficients de diffusion, c'est-à-dire aux paramètres élastiques des particules. Dans notre cas, dans notre étude, on va s'intéresser à des cylindres infinis d'acier, donc des cylindres élastiques d'acier dans de l'eau. En résolvant ce système linéaire, il est possible donc de calculer le vecteur A et donc d'avoir accès au champ exact pour des particules de taille finie, non nulle, en prenant en compte toutes les interactions multiples à l'intérieur du milieu. Et notamment, surtout, l'avantage le plus notable, c'est que nous prenons en compte les positions exactes des diffuseurs, ce qui nous permet de caractériser n'importe quel type de microstructure. On se ramène à la caractérisation du champ effectif de l'onde cohérente en faisant une moyenne configurationnelle sur plusieurs G de particules. Voilà. Et donc, en moyennant ces réalisations, on est amené à caractériser l'onde cohérente, et en particulier sa partie imaginaire, qui est le coefficient d'atténuation effectif, qui va nous intéresser par la suite. Voilà l'outil numérique présenté. À présent, je vais m'intéresser au modèle d'homogénéisation. Donc, il y en aura 3 différents. Le premier est basé sur la description en termes d'intensité du champ, et donc est basé sur l'équation du transfert radiatif. Cette correction à l'Independent Scattering Approximation que j'ai rappelé ici fait intervenir le facteur de structure moyen, c'est-à-dire le facteur de structure moyenné sur plusieurs configurations du désordre, et donc propose donc une correction de Lisa de cette forme-là. C'est-à-dire, vous voyez ici que pour une structure décorrélée, le facteur de structure vaut 1 en moyenne, et donc on retrouve Lisa, tandis que pour une structure hyperuniforme, dans le domaine de transparence, eh bien, S de Q vaut 0, et donc on a bien une atténuation effective parfaitement nulle. Ce premier modèle a été appelé Maré, car au début des années 90, on retrouve déjà ce type de correction dans un article de Fraden et Maré. Dans un second temps, une seconde manière de prendre la microstructure en compte en homogénéisant le milieu est de se baser sur la quasi-crystalline approximation, qui est une approche relativement commune en acoustique et qui permet également de corriger l'independent scattering approximation. Alors, G2-R, je pense que vous connaissez tous à peu près cette quantité. On peut y revenir plus tard si vous avez des questions. Il s'agit de la quantité qui caractérise la probabilité de trouver une particule à une distance du centre d'une autre particule normalisée par la concentration. Elle prend la forme de cette fonction plateau qui vaut 0 lorsque R est inférieur à 2A, où A est le rayon des particules, et 1 pour R supérieur à 2A lorsque le milieu est parfaitement décorrélé. Et donc, des oscillations vont apparaître lorsqu'une corrélation à courte portée sera intégrée au fur et à mesure dans le domaine. Les oscillations que l'on voit apparaître sur G2 de R sont caractéristiques de l'organisation de la microstructure et sont donc très importantes à prendre en compte dans la propagation du nombre. Un des nombreux modèles qui utilise la quasi-cristalline approximation pour dériver un nombre d'ondes effectif est celui de Ficioris-Waterman, développé en 1964, et qui propose de corriger Lisa avec 2 termes distincts au second ordre. J'ai noté ces 2 termes D2 cons et D2 corps. Le premier, D2 cons, étant relié à la taille des particules. C'est un terme qui va être important à prendre en compte
à prendre en compte lorsque la concentration du milieu va être très importante, tandis que le deuxième, des deux corps, va être très important à prendre en compte lorsque le milieu va être très fortement corrélé. On voit notamment que ce terme fait intervenir la fonction de distribution radiale G2 de R. En particulier, il est aussi très important de noter qu'à l'intérieur de l'intégrale de corrélation, plusieurs modes sont pris en compte dans les fonctions à la fois de Bessel et de Hankel. Et ça, c'est tout à fait nécessaire de le faire dans notre cas, puisqu'on considère des particules élastiques pour lesquelles les modes monopolaires et dipolaires sont du même ordre de grandeur. On peut rapprocher le modèle de Ficurel-Soderman du modèle de Keller, qui est peut-être plus connu dans le domaine, dans la communauté électromagnétique, qui est basé sur l'équation de Dyson. Donc on rappelle que, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais l'équation de Dyson fait intervenir la self-énergie, qui peut s'écrire sous la forme d'une somme de diagrammes de Feynman. Et lorsque l'on ne retient que les deux premiers diagrammes, c'est-à-dire LISA plus la pair correlation, eh bien on se ramène à une équation de nombre d'ondes effectives de ce type, qui est donc une correction du nombre d'ondes de LISA par un terme de corrélation ici. On voit que cette forme est très similaire au nombre d'ondes de Ficurel-Waterman, néanmoins, une différence notable est le fait que dans l'intégrale de corrélation, eh bien, les fonctions de Bessel et de Hankel ne sont qu'à l'ordre 0. On peut également noter qu'à haute fréquence, ce modèle est en très bon accord avec des expériences réelles et numériques. Mais notre étude ici se base, puisque l'on étudie les propriétés de transparence des milieux hyperuniformes, se base surtout à basse fréquence. Pour finir, nous pouvons relier le modèle de Ficurel-Waterman avec le modèle de Linton-Martin, développé en 2005, et qui lui aussi corrige LISA au second ordre, en ne prenant en compte que les effets de concentration, en laissant de côté les effets de corrélation. Donc, on constate que le second ordre de Linton et Martin correspond au second ordre des deux cons que j'ai évoqués précédemment. En reconnaissant cette identité, on peut réécrire le modèle de Ficurel-Waterman en écrivant de cette manière-là avec k phi au carré ici, qui peut soit prendre en compte le modèle de LISA en premier lieu, qui va être donc adapté au milieu relativement dilué, ou bien le modèle de Linton-Martin, qui sera plus adapté au milieu dense. Alors, à présent, je vais détailler le milieu d'intérêt. Il s'agit donc de caractériser la propagation à l'intérieur d'un milieu hyperuniforme, que vous voyez ici représenté en haut. En bas, j'ai représenté le facteur de structure moyen. Et donc, on va s'intéresser à savoir quel sera l'impact de l'ajout d'une seconde population à l'intérieur de ce milieu. Il faut noter que cette population sera de la même nature, les particules sont également en acier, les particules auront la même taille et seront en même quantité à l'intérieur du milieu, si bien que le milieu total sera 2 fois plus concentré que le milieu hyperuniforme. Le facteur de structure correspondant ne satisfait plus du tout à la condition d'hyperuniformité, bien sûr, mais on remarque quand même que le domaine oméga sur lequel le facteur de structure hyperuniforme s'annule reste clairement identifiable. Enfin, on va s'intéresser à savoir quel est l'impact de l'augmentation de la taille des particules. Et notamment, on voit qu'il existe un couplage à ce moment-là entre les deux populations, puisque la zone sur laquelle les corrélations sont fortement identifiables augmente en taille par rapport au domaine initial oméga. Et on voit qu'il y a des corrélations qui apparaissent à plus grand vecteur nombre. Donc je vais commencer par détailler l'atténuation effective à l'intérieur du milieu hyperuniforme. Donc, il faut noter ici, bien sûr, que nos particules ne sont pas ponctuelles et donc qu'elles rayonnent de manière anisotrope. Et on retrouve ici, avec Musca en premier lieu, bien le fait que pour k tilde inférieur à 1, eh bien, l'atténuation est très proche de 0, quelle que soit la fréquence, jusqu'à la limite k tilde égale 1, auquel cas, à ce moment-là, nous allons commencer à remonter vers le milieu décoré. Voilà. Ensuite, il est également très important de noter qu'à la fois l'approche Maré, donc basée sur le facteur de structure, et l'approche Ficurel-Waterman, basée sur la fonction de distribution radiale, permettent également de bien prendre en compte la microstructure. En revanche, le modèle de Keller, quant à lui, ne permet pas de caractériser la microstructure à cause du fait, justement, que le terme de corrélation ne fasse intervenir que le mode monopolaire et ne prenne pas en compte l'aspect anisotrope du rayonnement. Lorsque je rajoute la seconde population, eh bien, la correction apportée par le nombre d'ondes de Linton-Martin à l'intérieur du modèle de Ficurel-Waterman est pertinente puisque le milieu s'est densifié. Et donc on voit
que l'on colle tout à fait avec Fickrey-Waterman au résultat de Muscat, tandis que le modèle de Keller ne donne pas de bons résultats, et que l'approche Fickrey-Waterman avec le nombre d'ondes de Lisa sous-estime un petit peu l'atténuation. Donc là, on voit déjà apparaître les effets de la densité du milieu, et on constate aussi que le principe de superposition entre les deux populations est vérifié, puisque le milieu total est concentré à 11% et que les résultats à la fois numériques et d'homogénéisation nous donnent une atténuation qui équivaut à l'independent scattering approximation de la concentration divisée par 2. Lorsque la taille des particules augmente, eh bien, les résultats sont les mêmes. On constate que le modèle de Fickrey-Waterman caractérise très bien l'atténuation effective et est en très très bon accord avec Muscat. Alors, en conclusion, on peut dire que basé sur une méthode numérique très performante, on est capable de répondre à la question quel est le meilleur modèle pour traiter de la propagation à l'intérieur d'un désordre corrélé. On constate que le facteur de structure S est utile pour prédire l'atténuation effective dans le cas d'un milieu dilué corrélé. Néanmoins, le modèle de Fickrey-Waterman apparaît plus robuste en termes d'effets de concentration et de corrélation, car il permet d'être en très bon accord avec Muscat, quel que soit le cas de figure. En calculant proprement G2 de R, la fonction de distribution radiale, eh bien, la microstructure des matériaux hyperuniformes stealth peut être correctement décrite. Un second point très important est le fait de dire qu'il faut prendre en compte plusieurs modes à l'intérieur de l'intégrale de corrélation dans le cas où on s'intéresse à la propagation en basse fréquence. Enfin, les matériaux hyperuniformes stealth avec des grandes particules rayonnant de manière anisotrope conservent leurs propriétés de transparence. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.